Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire qui est dédié à la traçabilité des déchets. Alors ce webinaire a été co-construit avec l'entreprise Trace qui s'est spécialisée dans la traçabilité des déchets qui sont issus des filières du bâtiment, des travaux publics et de l'industrie. C'est également une entreprise qui est membre de la communauté du Coq Vert qui rassemble plus de 1300 entrepreneurs qui sont engagés dans la transition écologique et énergétique. Du coup, cette communauté regroupe à la fois des offreurs de solutions et des entreprises en transition. Et c'est vraiment dans ce cadre que s'inscrit ce webinaire. Et en fait, dans ce webinaire, nous allons nous demander en quoi la traçabilité peut être un outil pour l'optimisation de la gestion des déchets. Et pour évoquer cela, nous avons la chance d'accueillir 3 intervenants qui travaillent pour l'entreprise Trace. Tout d'abord, Joris Doumoreau, qui est ingénieur et chef de projet traçabilité. Également Jérôme Fro, qui est responsable d'études environnement, et Luca Peccinini, qui est responsable de la sensibilisation des entreprises. Alors, je vais leur laisser la parole sans tarder. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure dans le chat. On y répondra à la fin du webinaire. Bon webinaire à tous. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour ce webinaire sur la traçabilité des déchets. On va essayer d'être le plus clair possible et vous présenter un peu le processus que nous on met en place en fait dans le cadre de nos activités. Il s'agit ici en fait des déchets d'activité économique, donc des déchets professionnels. Et voilà. Après, nous, on est conscient que la traçabilité et la gestion des déchets sont dépendantes aussi des activités des entreprises et que en fait là ce qu'on souhaite vous présenter n'engage en fait que la société Trace et que les activités de la société Trace. Donc on sera ravis de pouvoir répondre à vos questions et à vos remarques à la fin de cette présentation. Voilà. Avant toute chose, du coup, avant de parler de déchets, on va déjà éviter d'en produire. Et pour ça, on va déjà essayer de réduire à la source, au niveau de l'extraction, de la fabrication, de l'assemblage, du transport et de la distribution des matériaux ou des produits ou des ressources, de produire du déchet. Dans un second temps, on va essayer d'avoir une approche consommation responsable où on va acheter et utiliser uniquement ce dont on a besoin. Et ensuite, on va forcément soigner son utilisation et sa détention en fait de la ressource pour éviter de gaspiller trop rapidement ou de consommer en fait la ressource trop rapidement. Voilà. Une fois qu'on a regardé ces deux premières étapes-là de prévention des déchets, on va ensuite s'intéresser au réemploi. Donc, juste avant le statut déchets, on va pouvoir arbitrer chacun des matériaux sur sa possibilité d'être réemployé pour un même usage et sur un même projet ou sur un autre projet, sans forcément qu'il y ait d'action humaine sur ce matériau ou ce produit ou cette ressource. Ça va forcément amener à préserver et économiser les ressources, à réduire l'impact environnemental et les émissions de CO2 du fait qu'on évite le déchet et du coup qu'on évite de reproduire la ressource, une nouvelle ressource. Ça va forcément stimuler l'économie locale et limiter les coûts liés à la gestion des déchets. Voilà. Une fois qu'on a passé, si vous voulez, ce statut, une fois qu'on passe au statut de déchet, on va avoir plusieurs grandes étapes de la gestion des déchets. Donc, ça part du gisement de déchets, passant par plusieurs d'autres étapes qui sont, par exemple, le tri, le transport, le traitement, jusqu'à la réintroduction du déchet. On verra qu'est-ce qu'il existe comme réintroduction possible pour un déchet. Par rapport à la traçabilité, l'idée, c'est de mettre en œuvre la traçabilité dès le début d'une activité. Donc, à partir du moment où on a un gisement de déchets, il faut commencer à réfléchir à comment on va suivre la gestion de ce déchet. Ça concerne la traçabilité, en fait, elle concerne tous les acteurs ou
tous les producteurs en fait de déchets, peu importe la taille ou la structure de l'entreprise, ça concerne vraiment tout le monde. La traçabilité, elle va permettre de suivre les différentes étapes de la gestion des déchets, donc comme je vous l'expliquais, pour en fait finalement identifier le parcours du déchet de son origine jusqu'à son devenir. Et ça va permettre forcément de maîtriser ces flux, limiter les risques associés, mesurer les impacts environnementaux et apporter de la valeur à la matière. Voilà, ce qu'apporte la traçabilité de manière générale. Voilà. Je vais laisser du coup Jérôme rentrer un peu plus dans le détail de chaque étape, en commençant du coup par l'étape de caractérisation. Donc, comme vous l'a pu vous le montrer, Lucas, l'idée c'est qu'on est vraiment dans un cercle vertueux de la gestion des déchets pour justement optimiser sa valorisation, son traitement et sa réintroduction dans un cercle de production. Donc, on va vous détailler étape par étape les gestions qu'aujourd'hui, nous, on essaye de proposer, du moins la philosophie qu'on a sur les projets ou sur les conseils qu'on peut apporter à nos donneurs d'ordre. Donc, on va le voir étape par étape. Donc, la première étape qui va être la caractérisation, qui est un élément qui est sur une base réglementaire où, en fait, chaque donneur d'ordre doit communiquer et caractériser ses déchets pour pouvoir après derrière optimiser donc, sa gestion. Donc globalement, là on vous présente les différents types de diagnostics qui peuvent exister, donc qui sont plus ou moins courants dans le diagnostic, notamment dans le secteur du bâtiment, donc le diagnostic PEMD qui va bientôt arriver en œuvre, donc avec tout ce qui est le produit, équipement, matériaux, déchets, qui a pour objectif justement d'identifier au-delà de simples déchets, mais les produits et les équipements qui pourraient être justement dédiés au réemploi. Donc, l'ensemble de cette étape a pour objectif justement d'obtenir une synthèse de la nature des déchets qui vont être produits lors d'un projet ou lors d'une étape de production au sein d'une activité industrielle. On a un formalisme dès à présent, dès cette étape-là, qui est donc un document de synthèse du diagnostic ou des fiches techniques de matière et des déchets qui vont justement permettre d'apporter une première valeur à ces matériaux. Si vous voulez, on a sur cette étape, on a des analyses déchets matières qui peuvent être faites déjà de manière plus générale, avec par exemple le diag Ecoflux de la BPI, qui en fait vont déjà faire une première caractérisation, si vous voulez, des différents flux qu'il existe dans les entreprises. Et après, plus spécifiquement, on a pour le bâtiment ou le terrassement des diagnostics un peu plus spécifiques en fait au type d'activité. Donc, ça peut être des diagnostics amiante, plomb pour les déchets dangereux, pollution des sols pour tout ce qui est terrassement, pyrotechnique, faune flore pour les espèces exotiques envahissantes. Voilà. Et on a un formalisme, comme le disait Jérôme, qui est le suivant. On va passer à l'étape suivante, qui est celle de la préparation des opérations, où là, finalement, on va plutôt intégrer à l'opération de gestion des déchets, intégrer à l'opération de l'activité le processus de gestion des déchets et de matière. Voilà. Donc, c'est une obligation du coup du Code de l'environnement que tout producteur est tenu d'assurer en fait la gestion de ces déchets conformément à la réglementation par rapport à son activité notamment. Donc là, on est déjà sur dès lors qu'on a identifié les différents types de déchets qu'on va produire, on peut dès à présent identifier les ambitions et les objectifs qu'on veut mettre en place sur une bonne gestion de déchets. Donc notamment essayer d'identifier ceux qu'on va dédier au réemploi, ceux qu'on va dédier à la réutilisation, etc., en fonction des différents modes de traitement et d'hierarchisation des traitements des déchets. Donc cette étape va permettre de déclencher tous les processus qui vont être après derrière. Donc, c'est en fonction de la nature des déchets, on va avoir des exigences réglementaires qui vont pouvoir s'imposer, notamment si on va pouvoir trouver des éléments alimentés, des déchets dangereux, des espèces exotiques envahissantes, etc. Et ensuite, on va pouvoir essayer d'identifier l'ensemble des interlocuteurs et au moins de proposer un plan de gestion de déchets qui va permettre justement d'être le fil conducteur pour toutes les opérations qui vont découler de cette caractérisation du déchet.
ou de la matière, hein, si on a vocation de faire du réemploi. Donc il y a différents formalismes, que ce soit aussi le schéma d'organisation de gestion des déchets, qui va permettre, d'un point de vue davantage opérationnel, d'identifier quelle organisation on va mettre en œuvre pour optimiser et gérer au mieux ces matériaux. On a l'étape ensuite de tri des déchets, où là, il va s'agir de récupérer, de séparer les matières ou les déchets selon leur nature, pour ensuite faciliter leur valorisation. Donc là, globalement, c'est dès lors qu'on a identifié ces caractérisations, ces différentes typologies de déchets, c'est au vu des filières qui existent aujourd'hui et en fonction des natures de déchets qu'on a pu identifier, c'est de mettre en place des opérations de tri pour, d'une part, respecter la réglementation sur les obligations de tri que chaque producteur doit mettre en œuvre, mais c'est ensuite aussi arbitrer, avoir la notion de coût qui est liée justement à la gestion de ces déchets, à savoir en fonction des volumes, en fonction des capacités de traitement, de l'impact environnemental des filières de valorisation, essayer de justement d'opérer dès la phase de production des déchets le tri qui va être adéquat pour justement optimiser toute la gestion de ces matériaux. Ouais. On ne va pas s'attarder sur la responsabilité élargie des producteurs parce qu'on a très peu de temps pour couvrir tous ces points-là. Mais globalement, c'est un mécanisme qui va permettre d'organiser les différentes filières de traitement des déchets. Et comme vous pouvez le voir, ça a commencé dès 1975. Il y a différents types de filières REP. Mais là, on vous a présenté celle qui doit être mise en opération, qui doit être opérationnelle à partir de 2023, qui est la REP PMCB, donc produits, matériaux de construction du bâtiment, et où il y a un tri qui est obligatoire et qui est imposé de minimum 7 flux, parce qu'on a les flux comme le plâtre, la fraction minérale, le verre, les métaux, et les autres flux comme les déchets mélangés, les déchets dangereux, et pourquoi pas séparer en plus les déchets qui ne seraient pas des déchets, mais qui seraient des matériaux qui pourraient être réemployables. Voilà. Ensuite, on va avoir la préparation de la collecte. En fait, on va viser ici l'organisation de l'évacuation des déchets ou des matières en vue du transport, en fait. Donc là, c'est que, comme on a pu le voir avant, donc on a caractérisé, on a commencé à trier nos déchets. Maintenant, on va avoir l'identification et en fait des filières de traitement et de sa préparation à l'évacuation. Donc, il y a tout un processus réglementaire qui est à mettre en œuvre via les certificats d'acceptation préalable pour pouvoir justement obtenir la garantie de nos prestataires et des centres de traitement sur leur capacité justement à traiter conformément à la réglementation ces déchets. Donc il y a toute une étape qui peut être aussi imposée par ces acteurs, qui va être justement la conformité du tri, qui peuvent eux aussi imposer au-delà des 7 flux de déchets. Et ensuite, tout en gardant l'idée que le producteur du déchet est responsable jusqu'à la fin de ces déchets, il doit justement s'assurer de la conformité de l'ensemble des acteurs, donc que ce soit du collecteur, du transporteur, qui doit être adapté justement aux caractéristiques des déchets qui sont évacués. Et ensuite, il y a une optimisation qu'on peut aussi voir dès cette étape-là sur le choix des contenants qui vont être adaptés essentiellement à la nature et au volume des déchets. En fonction de la quantité, le contenant devra justement essayer de prévoir et d'anticiper, du moins dès lors qu'on est sur une opération physique sur un chantier, justement de garder l'idée que le volume, malgré sa faible quantité, il ne faut pas que ce soit un frein justement à l'optimisation et à la gestion de ces déchets, justement en essayant de trouver et de mettre en œuvre les filières de valorisation qui peuvent exister. Quand on parle de contenants, on parle de tout ce qui est big bag, ça peut être des bennes, ça peut être même des conteneurs. Globalement, ici, on voit qu'à partir de cette étape-là, on a le producteur qui va commencer à renseigner un bordereau de suivi de déchets qui est obligatoire pour tous les BSDA et BSDD. Donc, BSDA, c'est bordereau de suivi des déchets amiantés et bordereau de suivi des déchets dangereux, qu'il est obligé de renseigner sur la plateforme digitale Track Déchets. Voilà, donc c'est obligatoire depuis 2022, c'est ça.
Voilà. Donc, ensuite, on a la phase de transport, voilà, avec certaines obligations qui sont liées aux entreprises qui transportent les déchets. On va rentrer un peu plus dans le détail. Donc là, c'est juste pour préciser que, en fonction de ce qu'on a pu, toutes les étapes qu'on a pu identifier avant, on va permettre justement d'essayer d'identifier en amont les différents modes de transport qui sont les plus efficaces, soit d'un point de vue localisation, parce que les filières de traitement sont en proximité, ou plus loin, avec la mise en table de solutions qui peuvent être intéressantes, soit économiquement et environnementalement, qui est justement le faire appel à des barges, faire appel à des trains quand c'est possible, pour justement essayer de réduire l'impact environnemental du transport. Donc toujours dans l'idée de, plus en amont, on a identifié la nature des déchets, le tri qu'on va opérer, les choix des exutoires qu'on a pu identifier, on a l'activité de transport qui a un impact non négligeable sur l'impact carbone de la gestion de son déchet. Et donc du coup, c'est toujours l'idée d'identifier les meilleures solutions qui existent. Après, il y a l'aspect plus sur l'aspect formalisation, qui est justement la gestion du bordereau de suivi de déchets, chaque transporteur doit être référencé sur Track Déchets dès lors qu'il transporte un déchet dangereux. Après, pour tout ce qui est autres déchets dangereux, comme on a pu le voir, il y a 2 bordereaux. Alors, on conseille de systématiser à chaque opération pour justement avoir une traçabilité complète de l'ensemble des interlocuteurs qui peuvent interagir sur la gestion de ces déchets. Si vous voulez, au niveau de la formalisation, on vous présente quelques exemples. On peut aller plus loin comme on peut aller moins loin. Déjà, si au niveau de la formalisation, il y a un suivi du bordereau, un remplissage du bordereau de suivi des déchets qui est fait par toutes les parties prenantes, c'est déjà une grande étape de franchie. Après, nous, souvent, on a l'habitude sur nos opérations d'aller un peu plus loin, de récupérer les lettres de voiture, voire les récépissés préfectorales des entreprises de transport. Et pourquoi pas même suivre le rapport d'itinéraire avec le GPS, par exemple. Voilà. Concernant la suite, une fois que le déchet a été transporté, il va arriver sur un site de réception, qu'on peut appeler site de transit, de massification, voire site de traitement, quand le site de réception fait également le traitement. Mais en général, le déchet subit plusieurs étapes avant son traitement. Souvent, il y a des étapes il y a un nouveau tri qui est effectué. Enfin, on va vous détailler ça. C'est juste pour vous schématiser dans les grandes lignes les différentes étapes qui peuvent subir un déchet dès lors qu'il est réceptionné sur un centre soit de massification, soit un centre de traitement. Donc avec son contrôle dès lors de l'arrivée, avec une pesée, avec un contrôle qualitatif qui peut amener justement à un retour au détenteur initial parce qu'il y a une non-conformité au niveau du tri. Et ensuite derrière le devenir du déchet sur la massification, suite à la massification via un autre transporteur et jusqu'à une personne de traitement final. Cette information est intéressante d'un point de vue de la traçabilité, c'est qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que beaucoup de nos donneurs d'ordre ont un résultat et un retour des éléments de traçabilité dès lors qu'il est réceptionné sur un centre de massification, mais sans avoir le devenir exact de la traçabilité et de l'opération réellement effectuée sur le déchet. Donc, c'était juste pour vous présenter cette infographie sur le devenir du déchet. Sachant qu'après, derrière, il y a aujourd'hui une déclaration de valorisation qui est obligatoire, dès lors que on a justement une notion de déchet qui n'est pas forcément trié dès la source, et donc qui permet d'avoir un minima une estimation de la valorisation une estimation de la valorisation des déchets. Ensuite, une fois que le déchet est arrivé en site de réception, on va avoir les différents modes de traitement que le déchet va subir en vue de sa réintroduction, avant sa réintroduction. Ici, on a l'ADEME qui a défini une hiérarchisation des modes de traitement. Donc,
du déchet, en commençant par la prévention, comme je vous ai expliqué en début de présentation, ensuite le réemploi, la réutilisation, ensuite la valorisation qui comprend le recyclage, la valorisation matière, la valorisation énergétique et l'élimination. Là, c'est essentiellement pour présenter les différentes typologies de filières de traitement, donc qui va de la réutilisation jusqu'à l'élimination, donc avec leurs impacts environnementaux qui sont après forcément différents en fonction de la nature de la filière. Voilà. En termes de formalisation, ici, on va du coup récupérer non plus une déclaration sur le mode de traitement, mais une attestation sur le mode de traitement, du coup par le site qui aura traité le déchet. Et on va pouvoir, à partir de cette étape-là, en fait, de mettre à jour son registre déchets et ensuite de le transmettre à la plateforme du ministère qui s'appelle le Registre national des déchets, terres excavées et sédiments, et qui est de coup obligatoire à partir du 1er janvier 2023. À partir du 1er janvier 2023. Voilà. Et enfin, la dernière étape qui est celle de réintroduction. Alors, quand j'entends réintroduction, c'est plutôt où est-ce que va être réintroduit le déchet et comment le réemploi va éviter une réintroduction plus lointaine en fait du déchet. Donc, vous pouvez le voir sur ce schéma. On a, si on recycle le déchet, on va avoir une réintroduction au niveau de la fabrication. Si on le réutilise, si du coup on le reconditionne pour une réutilisation, c'est plutôt au niveau de l'assemblage qui va être réintroduit. En revanche, s'il est juste réemployé, donc il n'y a aucune action humaine sur ce matériau, en fait, hors statut déchet, bien sûr, on a une réintroduction, un réemploi qui peut être direct sur le même projet et nécessitant probablement juste une phase de stockage, en fait, de conditionnement et de stockage, et pourquoi pas de vente ou de réintroduction pour quand il s'agit de projets différents. Globalement, ici, on essaye de savoir, on essaie d'aller un peu plus loin que juste la gestion des déchets. Une fois que le déchet a été traité, savoir sur quel nouveau projet il va être réintroduit. Ça nous est déjà arrivé, nous, Trace, de devoir aller, pour certains donneurs d'ordre, savoir qu'est-ce qui était devenu une partie de leurs déchets et dans quel nouveau produit avait-il été réintroduit. Donc, si vous voulez vraiment aller plus loin, ça peut être intéressant de regarder la réintroduction. Et là, on va pouvoir vraiment avoir un calcul d'indicateurs environnementaux plus probants qu'avant. On va pouvoir calculer les taux de réemploi et de réutilisation, recyclage, valorisation, destruction, mais des taux effectifs et réels. Et pourquoi pas les bilans carbone aussi sur toute la gestion des déchets. Je vais du coup... Si on peut juste, donc, là, surtout le schéma qu'on va présenter, revenir sur cette ligne, c'est juste, on vous a détaillé étape par étape justement la gestion des déchets. L'idée, c'est que cette information-là permet justement ce slide permet justement de revoir chaque étape et justement la complexité de toute l'information et la traçabilité qui peuvent être associées sur la gestion d'un déchet. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous présenter en quoi la traçabilité, étape par étape, permet justement d'acquérir et de fournir une connaissance de la gestion du déchet qui va permettre derrière, justement, de pouvoir améliorer sa gestion et d'identifier les meilleures techniques possibles pour s'assurer de son bon traitement d'un point de vue réglementaire, mais aussi de pouvoir maîtriser les impacts environnementaux qui peuvent être y associés. Aujourd'hui, on s'aperçoit que chaque membre a une donnée qu'il possède sur la gestion d'un déchet, mais le partage de cette information ne permet pas d'avoir une exhaustivité de l'impact environnemental du déchet. Donc, ce slide c'est intéressant parce qu'il reprend justement l'ensemble du cycle vertueux qu'on essaye justement de mettre en œuvre avec nos clients sur la gestion de leurs déchets et de toute la complexité qu'on peut avoir sur cette problématique. On va laisser du coup la parole à Joris qui va nous rentrer un peu plus dans le détail de du coup, la digitalisation de la traçabilité. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose sur ça. C'était pour rebondir sur ce que disait Jérôme Froux. La notion de circularité qu'on vous présente et la notion de passeport matériau, c'est-à-dire avoir toutes les informations relatives à un matériau issu du recyclage,
n'a de sens que si on a une vue complète sur le cycle de gestion du déchet, au-delà des demandes réglementaires. Alors, ce n'est pas une traçabilité, on ne va pas demander à un seul acteur de faire cette traçabilité parce que l'acteur n'est pas sachant. Sur l'ensemble du cycle de gestion, bien sûr, c'est quelque chose qui se fait avec différents acteurs et donc c'est une traçabilité qui doit être collective et qui doit être aussi collective dans sa mise en place. C'est-à-dire que l'idée, c'est de pouvoir partager des informations de traçabilité et une des façons de pouvoir partager des informations de traçabilité, c'est dans un premier temps de pouvoir les saisir. Donc, il y a une idée de digitalisation et de numérisation de l'information de traçabilité pour mieux la partager et partager l'information de qualité. Alors, si on vous dit aujourd'hui, pour gérer vos déchets, il faut appliquer cette traçabilité, je peux comprendre que vous ayez peur, parce que ça fait énormément d'étapes à gérer, mais sachez que vous n'êtes pas seul sur la gestion d'un déchet et que vous pouvez commencer par faire la traçabilité sur le périmètre qui vous correspond, puis exiger d'avoir une traçabilité plus précise en amont et en aval de vos opérations. Et donc, de partager ces informations. Donc, ce n'est pas Big Bang, du jour au lendemain, on ne va pas avoir la traçabilité telle qu'on vous la présente aujourd'hui. C'est quelque chose qui se construit et c'est pour cela qu'on a besoin d'outils digitaux de saisie d'informations et de traçabilité, et que cela ça concerne à la fois les gens qui travaillent dans la gestion des déchets, mais aussi les producteurs de déchets qui peuvent être n'importe qui, enfin n'importe quelle entreprise. Alors, quels sont les apports de cette traçabilité? Quels sont les enjeux et les apports? D'abord, on a la volonté de bien faire, avoir une traçabilité précise des déchets, ça nous permet d'être transparent sur le devenir de nos déchets, de maîtriser les impacts environnementaux, comme a pu le souligner Jérôme précédemment. Il y a aussi une idée de productivité et de coût. Ça nous permet de conjuguer les processus métiers avec de nouveaux outils pour partager l'information. Ça nous permet aussi d'avoir un meilleur partage de l'information entre les différents acteurs, s'assurer qu'un déchet n'a pas été perdu, s'assurer que les quantités annoncées sont bien celles reçues. Ça permet aussi d'optimiser les filières de traitement en connaissant, bien sûr, en ayant une transparence sur les filières de traitement qui existent et en connaissant différentes filières de traitement qu'on ne pourrait pas connaître si on n'avait pas un certain nombre d'outils. Ça permet aussi de suivre les atteintes de valorisation et d'émissions carbone et de façon générale, que cela concerne à la fois les personnes qui sont gestionnaires de déchets, mais aussi les producteurs de déchets, donc toute entreprise. Ça va leur permettre d'avoir une traçabilité, une meilleure traçabilité des déchets, ça permet d'avoir des meilleurs indicateurs en termes de RSE. C'est savoir où sont partis, quels sont les impacts directs de notre activité sur l'environnement, quels sont les impacts indirects de notre activité sur l'environnement. Et vous voyez où je vais venir, avoir une meilleure traçabilité, ça nous permet d'avoir une meilleure visibilité du scope 3 pour le bilan carbone, ce qui est difficile à faire actuellement parce que ça se fait sur des hypothèses qui se font au-delà de notre périmètre d'action. Avoir une traçabilité des déchets avec un partage de l'information nous permet de voir plus loin, notre impact, de voir notre impact d'activité au-delà de notre premier cercle et voir jusqu'où va notre impact sur l'environnement. Ça nous permet aussi de justifier nos bilans et nos objectifs contractuels, par exemple nos objectifs de collecte, etc. D'un point de vue économie circulaire, c'est ce que je disais précédemment, c'est cette idée de passeport matériaux avec une garantie d'origine des matières premières de recyclage, une garantie d'origine des matières valorisées et réemployables. Donc ça, c'est dans la volonté de bien faire des entreprises. Puis pour les gens qui font de la gestion, les entreprises qui font de la gestion des déchets, on va avoir tous les enjeux qui sont des enjeux externes, qui sont des demandes de transparence vis-à-vis des clients, des donneurs d'ordre, la lutte contre la fraude et les évolutions réglementaires qui sont celles de la loi AGEC. Alors, sur la traçabilité des déchets, il existe plusieurs outils. Il y a des outils de traçabilité qui sont des outils qui permettent de faire la saisie d'informations, mais qui ne permettent pas forcément de partager des informations de traçabilité à nos prestataires en amont, en aval, ou nos clients en amont, en aval. La difficulté dans la gestion des déchets, c'est que chaque acteur a des outils de capture d'informations sur lesquels ils ont investi, qu'ils n'ont pas forcément envie de mettre au placard si un acteur lui impose un outil. Et l'idée, c'est de pouvoir permettre un meilleur transfert d'informations. C'est pour ça que nous, Trace, on s'est tourné vers une technologie blockchain
qui est un tiers de confiance numérique qui permet d'avoir une plateforme d'échange d'informations de traçabilité tout en gardant un niveau de gestion de confidentialité et de sécurité de l'information qui, du coup, permet de continuer à avoir cette efficacité opérationnelle. Alors, c'est une technologie qui a été éprouvée sur d'autres cas d'usage et qui a aussi été éprouvée par d'autres entreprises dans la gestion des déchets. On peut citer aussi Suez avec Circular Chain. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est éprouvé, qui fonctionne actuellement. Nous, on pense que c'est l'outil qui va permettre de garantir la qualité de ce passeport numérique, donc ces garanties d'origine, dans la mesure où les informations qui sont saisies sur des outils digitaux, des plateformes de type blockchain ne peuvent être falsifiées. Et de fait, ça va garantir la nature du matériau de réemploi et on espère que ça va booster l'économie de la ressource en utilisant l'économie de la matière première en utilisant des matières premières secondaires. Voilà. Pour finir, en fait, par rapport à ce cas d'application, c'est une technologie, la technologie blockchain, c'est un exemple qu'on vous donne d'une technologie qui peut être appliquée à la traçabilité des déchets, des matières et des matériaux de réemploi, par exemple. Il en existe d'autres. Nous, on utilise celle-là parce qu'on estime que c'est la plus performante pour nos activités. Il y a beaucoup d'autres acteurs qui utilisent uniquement, comme disait Joris, des outils de capture de l'information, donc des outils digitaux un peu moins exotiques. C'est vraiment juste un exemple qu'on veut vous montrer. Ouais. Et forcément, cette technologie n'est pas imposée. Et aucune technologie, finalement, n'est imposée pour la traçabilité des déchets. C'est à chacun d'estimer, en fait, le besoin qu'il a sur la digitalisation de la traçabilité de ces matières. Ouais. Ce qui est important, c'est que chacun fasse sa traçabilité. Blockchain ou non, l'idée, c'est que dotez-vous d'outils pour faire votre traçabilité. Demandez à vos prestataires de gestion des déchets de se doter d'outils pour faire la traçabilité. Ça vous permettra à vous d'avoir un meilleur contrôle de vos impacts environnementaux et un meilleur suivi et de mieux appréhender votre impact sur l'environnement. Et pour finir aussi avec ça, c'est qu'on a beaucoup d'acteurs qui finalement utilisent Track Déchets comme la plateforme de traçabilité digitale, se limitent en fait au périmètre de Track Déchets et c'est déjà une première étape qui est très, très, très importante et très intéressante et qui évolue aussi, qui a fait beaucoup évoluer aussi le secteur des déchets. Voilà. Je ne sais pas si tu voulais finir avec quelque chose, Jérôme, mais pour nous, du coup, merci en tout cas de nous avoir écoutés. Je pense qu'on a fait le tour. On est allé assez rapidement et pas forcément trop dans les détails parce qu'on voulait couvrir un maximum de points et qu'on avait un temps à partir assez court. Maintenant, si vous avez des questions, on serait ravis de pouvoir y répondre. Et voilà. Merci à tous. Merci beaucoup pour vos interventions. Du coup, on va passer à une partie de questions-réponses. On a déjà quelques questions dans le chat. N'hésitez pas à poser toutes vos questions pour qu'on puisse les poser à nos intervenants. On a une première question de Sandra qui demande « Le retour à la source du déchet suppose-t-il un coût pour l'entreprise ?» Oui. Dès lors que si on entend ce principe que le retour... alors, juste peut-être préciser la question, mais si on entend le retour sur le fait qu'on ait un refus au sein de l'exutoire, ça représente un coût pour l'entreprise parce que du coup, ça nécessite derrière une opération de trigne et de transport. Donc, il y a forcément un coût derrière qui est associé. Et il y a aussi l'image que ça représente, hein, c'est-à-dire que les exutoires vont être davantage vigilants après derrière sur le point de réception et qui peut aussi entraîner derrière et qui peut déclencher derrière toutes les complexités de gestion qui peuvent en découler. Globalement, oui, directement c'est financier et par le transport et le nouveau tri. Et après c'est moins indirect, mais c'est plus indirect, mais ça sera avec une vigilance des exutoires, du coup des sites de réception. Si c'était ça la question, on espère avoir bien répondu. Très clair, merci beaucoup. On a également une question de Raphaël, justement, sur Track Déchets, qui demande « Préconisez-vous d'utiliser Track Déchets pour tout type de déchets ou uniquement les déchets dangereux ?»
Alors, c'est... Non. Comme tu veux. Non, Alors, je vais répondre en deux niveaux. Si vous n'avez pas d'outil de traçabilité, Track Déchets, c'est très bien pour vos déchets dangereux et vos déchets non dangereux. Si vous partez de rien, ce qu'il faut savoir, c'est que vous devez aussi déclarer vos déchets au registre national des déchets et que ceci se fait automatiquement pour les déchets dangereux. C'est-à-dire que si vous déclarez un déchet dangereux sur Track Déchets, la déclaration se fera automatiquement vers le registre national des déchets pour le déchet dangereux. Ce n'est pas le cas pour les déchets non dangereux. C'est-à-dire qu'il faudra que vous soyez en mesure d'extraire votre registre et de le mettre en ligne sur la plateforme du RNDTS. Donc, si vous n'avez rien, en fait, de la traçabilité Track Déchets, c'est mieux que rien. Et après, si ça devient trop complexe de mettre en œuvre cette traçabilité Track Déchets parce que vous devez faire 2 déclarations, vous pouvez aller voir différents fournisseurs de solutions de traçabilité, pas forcément la nôtre, qui pourront vous aider à unifier ces déclarations dans une seule déclaration, puis le reste est géré par les plateformes. Et il va juste avoir une certaine complexité, c'est que si vous passez par Track Déchets pour vos gestions de déchets non dangereux, c'est s'assurer que vos transporteurs et vos prestataires sont bien référencés sur la plateforme Track Déchets, et notamment pour le cas des transporteurs, qui n'est pas forcément le cas pour l'ensemble des déchets et pour les déchets non dangereux. Et si vous voulez, même pour les déchets non dangereux, vous allez devoir tenir un registre. Parce que c'est réglementaire et vous devez devoir le transmettre sur la plateforme du ministère. Et donc, Track Déchets vous permet peut-être de commencer à tenir ce registre en remplissant les bordereaux de suivi de déchets non dangereux. Pour les déchets non dangereux, sur Track Déchets, ça vous permet déjà d'amorcer ce registre. Mais sur le principe, c'est une très bonne chose, c'est qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que pour des déchets non dangereux, certains exutoires ou certains prestataires refusent le bordereau de suivi de déchets parce qu'ils le considèrent obligatoire uniquement pour les déchets dangereux. D'avoir cette traçabilité-là, ça garantit quand même aux producteurs justement le bon devenir et la certitude que le déchet est évacué vers de bonnes filières. D'accord, merci beaucoup. On avait une question sur la blockchain, mais vous y avez déjà très bien répondu, donc je vais passer à la suivante. Il y en a une deuxième, du coup, comment la blockchain peut-elle contribuer à la traçabilité du bois déchet, bois B et CSR? Ok, donc l'idée de la blockchain, c'est que c'est une plateforme. L'idée des projets qu'on porte, c'est qu'on fait une plateforme de traçabilité qui est dotée d'une technologie qui permet d'assurer la pérennité de l'information. Donc ça, c'est la technologie blockchain. Pour répondre à la question d'avant, on utilise une technologie de consortium, donc très peu gourmand dans l'énergie. On a fait le choix d'aller vers des technologies très peu gourmandes dans l'énergie, avec un haut niveau de sécurité et de confidentialité qu'on ne gère pas forcément sur des blockchains classiques qu'on connaît. L'idée, c'est de pouvoir garantir que l'information saisie sur un outil n'a pas été falsifiée. Et ça peut être applicable à n'importe quel type de déchet dans la mesure où on matérialise la saisie de cette information. Donc, pour faire un lien vers le bois et les combustibles solides de récupération, on peut suivre l'évolution, le suivi de ce combustible solide de récupération par une lettre de voiture qui vient du coup être enregistrée sur la blockchain. On va enregistrer le lieu de départ et le lieu d'arrivée. Ces informations vont être enregistrées, ce qu'on appelle notarisées, ne seront plus falsifiables. Après, on changer, mais on aura toujours une historique des changements. Et donc, on pourra auditer qui a fait quoi. Et à la fin, on peut aussi associer le traitement final, que ce soit n'importe quel type de matière, que ce soit un déchet ou une matière de réemploi. Et si c'est un combustible solide de récupération, ce sera de la valorisation. Et par ce biais-là, on peut aller jusqu'à savoir qui a utilisé ce combustible solide de récupération, à quel endroit a été valorisé, et dans quelle capacité, vers quel type d'installation. Donc, ça sous-entend aussi que l'ensemble des intervenants sont sur une traçabilité numérique. La blockchain va venir récupérer l'information et la consolider, mais ça nécessite à minima une numérisation quand même de l'information. Une remontée de l'information. Mais pour aller un peu plus loin, sous réserve d'avoir des informations de traçabilité, on pourrait par exemple remonter à l'impact carbone d'un combustible de récupération, connaissant son volume et son pouvoir calorifique, ce qui pourrait permettre d'avoir ces idées-là de la réduction engendrée par le combustible solide de récupération ou l'utilisation de bois.
Très clair, merci beaucoup. J'ai également une question de Catherine qui se demande si les outils que vous avez présentés peuvent être utilisés pour les déchets textiles également. Oui, bien sûr. Globalement, l'information, peu importe la nature du déchet, le processus suit le même, donc c'est adaptable à tout type de déchets, des déchets non dangereux ou des déchets non dangereux. En plus, on va avoir du coup, les filières REP textiles qui vont être bientôt mises en place, j'imagine dans l'année prochaine probablement, et qui permettra d'organiser en plus au mieux la gestion de ce type de déchets. Donc peut-être aussi avec des évolutions réglementaires qui suivront. Mais globalement, le processus qu'on a essayé de vous montrer de gestion de déchets, de traçabilité de gestion de déchets est très flexible et s'adapte à tout type de matériaux ou de déchets. Nous, on est très présents dans le secteur du BTP et de l'industrie. Et du coup, forcément, on a donné des exemples aussi dans ce secteur-là. Mais c'est adaptable à tout type de déchets, bien sûr. Du coup, j'ai également une question de Raphaël qui demande sous quel format pouvons-nous transmettre notre registre au RNDTS? Alors, il y a 2 types de déclarations. C'est soit vous vous connectez sur leur interface, et dans ce cas, vous saisissez à la main chaque ligne du registre. Et il y a aussi une déclaration qui est possible avec un fichier Excel. C'est ça. Donc, voilà, pour le téléchargement d'un fichier Excel une fois qu'on l'a rempli. Une fois qu'on l'a rempli. Il y a un format défini disponible sur leur site internet à respecter. Et une fois que vous avez le fichier Excel à leur format, vous pouvez les transmettre, ce qu'ils appellent un batch, au RNDTS. Donc après, les différents outils numériques qu'on peut avoir, il y a des API où on peut se connecter directement sur leur site et transmettre l'information de manière simplifiée et automatique. Ouais. D'accord. Et est-ce que votre logiciel de traçabilité s'accorde avec des logiciels d'exploitation et d'ERP? Oui, alors pour répondre à cette question, nous, ce qu'on propose, c'est donc une plateforme d'échange avec laquelle on peut communiquer par API. Donc, il y a 2 questions qui sont posées par la même personne. Et donc, on peut imaginer toutes sortes d'échanges d'informations de traçabilité qui pourraient être synchronisés avec votre logique de gestion et de facturation. Est-ce que ça répond à la question? Ouais, peut-être expliquer ce que c'est un API pour les autres. Un API, c'est un connecteur entre ce qui permet de connecter deux solutions logicielles qui leur permet d'échanger de l'information entre eux. D'accord. Et il y a également Véronique qui demande si votre outil est adapté aux déchets plastiques souples et est-ce qu'on peut aller jusqu'au devenir du déchet? Donc, pour répondre à cette question, c'est un peu ce que disait, c'est un peu la question du textile. Nous, on a prévu un canal de transmission d'informations qui est générique, on dit agnostique, c'est un peu le mot à la mode, qui est générique, c'est-à-dire qu'on transmette un produit, une matière ou un déchet, que ce soit du plastique, du textile, c'est transparent pour nous, c'est la même mode de transmission d'informations. Après, l'idée, c'est que nous, on permet, par des petits modules, d'aller au-delà des ruptures de traçabilité. Alors, qu'est-ce que j'appelle les ruptures de traçabilité? C'est qu'on va avoir des points de massification, comme Jérôme l'a expliqué précédemment, où une quantité de matière va être mélangée à d'autres quantités de matière. Donc, c'est-à-dire un bac de plastique va être mélangé à d'autres bacs de plastique. Issus de producteurs différents. Nous, on propose de pouvoir aller au-delà de ces ruptures de continuité. La problématique, c'est de savoir si les personnes qui sont à ce point de rupture sont en capacité de saisir l'information. C'est-à-dire que nous, on a le canal qui permet de le faire. La difficulté, c'est d'avoir l'écosystème assez mature pour saisir ces informations-là. De manière générale, finalement, on se rend compte que la traçabilité, c'est forcément un jeu qui se joue à plusieurs. C'est difficile d'avoir un acteur à part les professionnels du déchet et qui suivrait et qui relancerait chacune des parties prenantes. C'est difficile d'avoir un acteur qui va faire toute la traçabilité puisque la gestion des déchets est inhérente à différentes activités et différents acteurs. Donc, voilà.
Si on reprend vraiment l'objectif de la traçabilité de la démonstration qu'on a pu vous faire, c'est que c'est d'une part centraliser l'ensemble des acteurs qui vont rentrer sur le périmètre de la gestion des déchets et apporter de la valeur sur l'information de ces déchets pour pouvoir optimiser son réemploi, sa valorisation et son traitement après derrière. Et il y a associé tous les indicateurs de performance, environnementaux, logistiques, qu'on peut y associer. D'accord. Et est-ce que votre logiciel est liaisonnable, interopérable avec des outils de CAO BIM classiques tels que Archicad, Revit, Covadis? Et est-ce que votre logiciel permet de faire un bilan carbone en lien direct avec la base INIES? Alors, pour ces questions, non, pas encore. On n'a pas de lien opérable avec les modèles BIM parce qu'on n'a plus l'occasion de... Ça ne fait pas partie de notre trajectoire actuellement. Oui, nous, nos normes ne sont pas forcément encore très matures sur la gestion du BIM, où c'est en train de se mettre sur des projets de construction neufs. Aujourd'hui, sur les opérations, par exemple, tout ce qui est issu du démantèlement, des constructions, globalement, les bâtiments ne sont pas encore on va dire BIMés. On est encore sur du plan classique. Et pour la deuxième partie de la question par rapport à la base INIES, on n'a pas de lien avec la base. Par contre, on est en discussion avec des industriels qui voient cet outil de traçabilité comme une meilleure mesure de la fin de vie de leur produit. Aujourd'hui, sur les bases INIES, où on a du coup cette fin de vie du produit qui rentre dans le calcul du carbone lorsqu'on veut construire une maison ou autre, cette fin de vie est basée sur des hypothèses. Le fait d'avoir une traçabilité permettrait d'affiner la fin de vie du produit et donc d'enrichir les fiches disponibles sur ces bases. D'accord. J'ai également une question d'Elisa sur la traçabilité des déchets. Est-elle déjà une obligation réglementaire? Oui, c'est déjà une obligation réglementaire. Pas forcément comme on l'a présenté. Oui, pas forcément comme on l'a présenté, mais oui, c'est déjà une obligation réglementaire depuis déjà plusieurs années avec l'introduction du bordereau de suivi de déchets pour tout ce qui est déchets dangereux. Et il existe différents modèles de bordereau de suivi de déchets selon les spécificités du déchet, si c'est de l'amiante, si c'est des flux frigorigènes, si ce sont des déchets issus des activités avec des risques infectieux. Donc oui, c'est déjà une obligation réglementaire depuis plusieurs années. Aujourd'hui, cette traçabilité, elle était essentiellement par papier d'un document. Aujourd'hui, elle est en train de se numériser de plus en plus, via Track Déchets notamment. Et le registre national. Très clair, merci. Avez-vous prévu des transmissions d'informations avec les systèmes d'information des éco-organismes dans le cadre de la REP PMCB? Bien sûr. Oui, donc on fait de la veille par rapport aux éco-organismes, bien sûr. On est en discussion avec les éco-organismes pour voir comment est-ce qu'on pourrait leur apporter, comment est-ce qu'on pourrait se connecter à eux. Donc la réponse c'est oui, c'est des travaux qui sont en cours, qui bien sûr, les éco-organismes ont des priorités à traiter avant cette question-là, mais pour ce qui est de la partie, je vais parler de la partie amont qui va être collection de l'éco-contribution, mais sur la partie aval, bien sûr qu'on va avoir des transmissions auprès des éco-organismes, des interactions avec les systèmes informatiques des éco-organismes. Et notamment, du coup, dans le cadre de la REP PMCB. Oui. C'est des éléments qui sont amenés à être communiqués par la suite. Très bien. On arrive à la fin des questions. Je vois qu'il y a certaines personnes qui sont encore en train de taper des questions, donc je vais vous laisser encore quelques minutes pour poser vos questions. Hop. Ah voilà, nous avons une question de Catherine qui demande: pour 2025, les déchets textiles seront dans les 7 flux. Qu'en est-il de nos propres réutilisations de nos déchets? Seront-ils tracés? Alors, je te laisse répondre peut-être, Jérôme. Mais globalement, de quel 7 flux vous parlez? Oui, les textiles vont entrer dans l'obligation de tri dans la réglementation. Donc on ne sera plus sur 7 flux, mais on sera sur 8 flux. Ouais, c'est ça. De toute façon, l'évolution fait que le tri va s'imposer soit de manière réglementaire, mais soit d'elle-même, parce que pour optimiser la valorisation des déchets, le tri sera indispensable.
Après, aujourd'hui, pour tout ce qui est réutilisation, alors c'est peut-être soit d'un point de vue des particuliers ou d'un point de vue des producteurs. En fait, ça dépend si vous vous placez d'un point de vue particulier ou d'un point de vue professionnel. Industrie. Du coup, Catherine a répondu industrie. Je dirais qu'il y a deux cas. Est-ce que dans la réutilisation, vous allez passer par une personne qui va collecter vos déchets? Et dans ce cas, il va falloir du coup, cette traçabilité pour la collecte et la réutilisation. Et si vous les utilisez sur site, ça n'a pas le statut de déchet, mais c'est plutôt, vous restez dans le statut de produit et vous faites du réemploi, mais on vous encourage quand même à faire de la traçabilité de ce réemploi-là pour pouvoir pour apporter une valeur à vos produits. Et si c'est dans vos locaux, mais à l'étranger, oui, il faut avoir cette traçabilité. Si vous voulez apporter une traçabilité à un matériau, peu importe lequel, un déchet textile qui serait réutilisé ou réemployé, va apporter une valeur intrinsèque à ce nouveau produit. Donc, et tant pour le producteur que pour celui qui va réutiliser cette valeur, c'est qu'aujourd'hui, celui qui va être amené à réutiliser ce déchet-là va vouloir obtenir une garantie sur la qualité des matériaux qu'il va vouloir réutiliser. Donc la traçabilité fait que justement elle lui apporte cette garantie-là et apporte une valeur importante. Après, d'un point de vue réglementaire, si c'est du non dangereux, non souillé, alors vous n'avez pas une déclaration réglementaire à faire auprès du registre national, mais dans le cas des REP, vous aurez forcément une déclaration parce que derrière, il y aura un côté sur le suivi des financements qui vous seront alloués. Donc, il y aura forcément une traçabilité à prendre en compte. Mais en ce qui s'agit par rapport au textile, on attend que l'évolution de la réglementation. C'est encore, vous avez bien vu, on a pas mal de filières REP qui sont organisées, mais il y a encore certaines filières qui ne sont pas encore mises en place, et celle du textile devrait arriver dans les prochaines années, peut-être l'année prochaine ou les suivantes. Voilà. Merci pour votre réponse. On a également Oriane qui demande, en tant que transporteur, quel est l'impact pour nous? Alors, de quel impact Impact réglementaire, réglementaire, parce que déjà, le transporteur doit être identifié d'une part via son récépissé de transport de déchets, donc auprès des préfectures, et ensuite, en tant qu'acteur de gestion de déchets, il doit être référencé sur Track Déchets, et donc pouvoir s'enregistrer. Sur le registre national aussi. Oui, sur le registre national aussi. Très bien. On a une question de Neil qui demande: pouvez-vous nous expliquer une dernière fois en quoi votre outil permet à maître d'ouvrage d'une construction de répondre à ses obligations réglementaires ou à une volonté personnelle d'exemplarité? Okay. Disons que le maître d'ouvrage est le producteur du déchet, in fine. Donc c'est lui qui porte toutes les responsabilités sur le devenir du déchet. Donc, avoir un outil de traçabilité quel qu'il soit parmi le maître d'ouvrage, enfin, avoir un outil de traçabilité quel qu'il soit et qui, du coup, est interfacé vers les plateformes réglementaires, permet au maître d'ouvrage de s'acquitter de ses demandes réglementaires et, du coup, de ne plus être en porte-à-faux par rapport à ses obligations réglementaires. Donc, ça. Et puis le fait que, de toute façon, l'outil de traçabilité, il permet aussi de suivre la gestion tout en phase des travaux. Et notamment vis-à-vis de ces entreprises travaux et de ces différents prestataires qui peuvent être amenés à intervenir sur ces enjeux-là. Ouais. L'idée, toujours, de ce qu'on nous a présenté, c'est que justement, dès la caractérisation, de pouvoir justement identifier et enregistrer d'une manière numérique ces informations pour apporter toujours de la valeur sur la qualité des matériaux. Ouais. Et donc, le maître d'ouvrage, dans ses projets, peut fixer des objectifs environnementaux de valorisation, de recyclage. Ça permet d'avoir un suivi plus fin de ces objectifs, de contrôler les activités faites par les entreprises travaux et de contrôler les engagements réglementaires des entreprises travaux. Et aussi d'introduire des engagements contractuels vis-à-vis de ces entreprises travaux, justement sur la qualité environnementale de ces opérations. C'est un processus d'amélioration continue, en fait, d'avoir cette... Globalement, on est vraiment dans la RSE assez poussée sur la gestion de ces déchets.
D'accord. Et est-ce que vous avez un bilan carbone du fonctionnement de votre outil? Demande Neil, car la blockchain est consommatrice d'énergie. Alors, la blockchain, il existe différentes technologies de blockchain. Pour faire simple, la blockchain, ça repose sur des consensus pour partager l'information. En fonction de la technologie choisie, le consensus est plus ou moins énergivore. Ce qu'on connaît généralement, c'est Bitcoin, qui a un consensus par preuve de travail, qui met en concurrence un certain nombre d'ordinateurs qui essayent de résoudre un problème mathématique très complexe, ce qui fait qu'il y a une compétition dans la consommation d'énergie qui fait exploser le bilan carbone de la blockchain, de ce type de blockchain, de cette technologie-là. Il existe d'autres technologies. Nous, on est sur Hyperledger Fabric, qui est une technologie par consensus, avec d'autres protocoles de consensus beaucoup moins énergivores, qui s'apparentent à un vote, ce qui fait que le bilan carbone de l'inscription de l'information est équivalent au nombre d'ordinateurs dans le réseau. C'est-à-dire aujourd'hui, si on a 3 ordinateurs qui constituent notre réseau blockchain, bah, ça sera la consommation de l'inscription de chacun des 3 ordinateurs. Donc, au lieu d'avoir un clic pour l'ordinateur, on aura 3 clics, ce qui est une consommation plus élevée d'énergie, mais qui ne fait pas exploser l'énergie consommée. Là où les technologies, qu'elles soient blockchain ou non, sont très énergivores, ce n'est plus dans l'inscription de l'information, mais dans le stockage de l'information. Et là, on fait comme tout le monde. Nos données sont stockées au standard de chacun, et en fait, on a une consommation d'énergie qui est la même que celle que quelqu'un qui stocke sur ses données sur un serveur chez OVH, par exemple. Je prends un exemple tout bête. Juste pour ajouter que quand il parlait d'ordinateurs, le nombre d'ordinateurs qu'il y a sur le réseau, un ordinateur n'est pas forcément... Un acteur n'a pas un ordinateur sur le réseau, plusieurs acteurs peuvent être sur le même ordinateur. Exactement. Mais à l'occasion, je pense que c'est un peu compliqué de rentrer dans le détail de la technologie blockchain pour cette présentation, mais à l'occasion, si certaines personnes sont intéressées pour en savoir plus sur la techno blockchain et comment elle est mise au service de la traçabilité des matières et des déchets, je pense que Joris serait ravi de pouvoir vous en parler. Ça peut faire l'objet d'un prochain point aussi avec la communauté Coq-Vert, avec plaisir. Bon. Ça marche. Merci beaucoup en tout cas pour vos réponses. On arrive là à la fin du webinaire. Merci à tous pour votre participation. Du coup, pour vous informer, le prochain webinaire se déroulera le 23 novembre à 11 h et sera dédié du coup au certificat d'économie d'énergie. Du coup, à très bientôt et merci beaucoup pour vos interventions qui étaient très intéressantes. Merci à tous. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.